manque de clarté concernant les bienfaits et les avantages qu'il apporte aux citoyens. Le bois-lumière est un atout vert que possède la ville et qu'il est nécessaire de conserver. Le climat sur la planète change. Sur un plan plus local, la ville a besoin de conserver ses arbres si nous voulons pouvoir encore y vivre confortablement dans les décennies à venir. Le bois-lumière est un réservoir de biodiversité, c'est un puits de carbone, il participe au corridor écologique, il permet à beaucoup d'espèces d'animaux de se reposer, de se reproduire, de transiter ou simplement y vivre. C'est un lieu de promenade pour de nombreux citoyens qui en profitent très régulièrement, sans génération à venir. Dans le déroulé de cette soirée, nous allons vous exposer tous les enjeux liés à notre démarche de préservation de la forêt urbaine du Bois-Lumière. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les différents intervenants, locaux et nationaux, qui vont nous appuyer sur ce dossier et qui préciseront leur rôle quand ils prendront la parole. Alors pour commencer, je vais commencer par les intervenants nationaux. Donc je vous présente Marie Véroda, qui est la coordinatrice du pôle juridique du GNSA, qui est aussi membre du CA du GNSA. GNSA, c'est le groupe national de surveillance des arbres. Alors on est accompagné de M. Pierrot Pantel, qui est ingénieur écologue et qui est chargé de mission juridique auprès de l'ANB, qui est l'Association nationale pour la biodiversité. Nous avons aussi 3 acteurs locaux importants qui sont des associations écologistes qui interviennent sur le territoire, qui ont un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire, dans l'étude des documents, dans la contestation des permis de construire. Je vais citer le Renard, que je représente ce soir, en tant que vice-président pour Noisy-le-Grand. Cette association est chargée pour Noisy-le-Grand de réaliser l'ABC, qui est l'Atlas de la biodiversité communale. C'est un projet porté par la commune qui va servir à évaluer toute la biodiversité qu'il y a sur le territoire et de pouvoir préserver ce patrimoine naturel. Après, nous avons la Maison de la biodiversité qui œuvre beaucoup sur le plateau d'Avron, mais aussi qui nous soutiennent dans notre démarche. Et donc, ils ne sont pas là ce soir, mais voilà, ils voulaient venir, ils arriveront peut-être un peu plus tard, ils avaient des actions à mener. Et il y a aussi l'ANCA que je vais citer, l'ANCA, c'est des amis naturalistes des coteaux d'Avron, qui œuvrent aussi sur le territoire, qui interviennent beaucoup dans les modifications des documents que sont les PLU, PLUI, SDRIF, tous les documents en fait, qui gèrent l'urbanisme sur notre territoire. Nous avons aussi des soutiens locaux, donc avec Projet Citoyen, nous avons Vincent Monnier, qui est ici, qui milite pour la préservation de ce bois depuis le départ, qui bat le pavé le dimanche sur le marché, que vous connaissez très certainement, et qui défend effectivement la nature en ville, tout comme Éric Manfredi et Ferriel Boulamoussen pour Noisy Respirons, et qui sont aussi très présents sur le territoire. Je vais vous décrire, donc, bien entendu, les autres intervenants, c'est le collectif de défense du Bois-Lumière, qui est constitué par des riverains et des sympathisants sur la commune qui tiennent à préserver la biodiversité et qui sont présents ce soir et que je reconnais dans la salle. Et je vous remercie d'être venus. En quelques mots, je vais vous décrire ce projet, et je pense que chacun des intervenants, à leur tour, vous apporteront d'autres éléments complémentaires. Donc c'est un projet qui prévoit la construction de 500 logements, avec des hauteurs d'immeubles de plus de 30 mètres, qui va supprimer plus de 2 hectares en fait, de boisement. Voilà. C'est un projet de notre temps, c'est un projet d'une logique de pensée dépassée. Un bois n'est pas une entité esselée, c'est un espace interconnecté à la ville, aux citoyens, aux autres espaces boisés de la commune et qui fournit à la collectivité
des services systémiques qui sont vitaux pour de nombreuses espèces, tandis que d'autres sont essentiels pour l'homme. Voilà. Je vais aborder un autre sujet qui est assez sensible, mais qui n'est vraiment pas insurmontable lorsque les citoyens veulent se mobiliser, qui est le financement des opérations. Donc, pour pouvoir contester en fait ce projet-là, on a fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé en urbanisme, en environnement et aménagement du territoire. C'est un cabinet qui sera chargé d'étudier tous les documents d'urbanisme, de vérifier la conformité des plans, de rédiger des mémoires et de plaider si nécessaire. Il y a un autre volet qui est un peu plus, qui est technique aussi, mais qui est naturaliste, et donc qui sera porté par M. Pantel et Marie Verona, et qui seront chargés de coordonner des actions d'études naturalistes pour pouvoir contester les études d'impact faites par le promoteur, et qui montrent que, bien entendu, ils peuvent construire leurs immeubles sans aucune difficulté. Donc, ils feront des études naturalistes, des inventaires, ils mobiliseront la presse et ils fourniront des arguments à notre cabinet d'avocats. Le montant de l'ensemble des prestations s'évalue approximativement à 20 000 €. Et nous allons financer cette somme en partie avec les protections juridiques des requérants et d'une cagnotte en ligne dont le lien vous sera transmis par mail, si vous souhaitez participer. Toutes les personnes présentes sont invitées à laisser leurs coordonnées auprès de Bernadette à l'accueil. Voilà, cela nous permettra de vous tenir informés de l'évolution de cette procédure et de l'ensemble des actions que nous entreprendrons. Ces informations sont aussi relayées, bien entendu, sur notre page Facebook, Alerte Béton Louis Lumière. Pour ceux qui souhaiteraient faire un don ce soir, Bernadette pourra aussi l'enregistrer. Voilà. Vous l'aurez compris, cette démarche va demander pas mal d'énergie, un peu d'argent. Nous aurons donc besoin de toutes les bonnes volontés pour nous épauler, par exemple faire des photocopies, faire du tractage, faire des recherches Internet, étudier des documents, relayer des informations auprès de vos réseaux. Donc nous avons besoin de vous tous pour que ça fonctionne et qu'on puisse collectivement condamner des projets possibles. Voilà. Je vais mettre un cadre à cette réunion. Durant cette soirée, nous resterons concentrés sur le projet du Bois Louis Lumière et à la préservation de cet espace. Tous les autres projets immobiliers sont d'autres procédures, même s'ils sont très proches de l'emprise de ce projet, c'est d'autres sujets qu'on ne pourra pas traiter ce soir. Avant de laisser la parole à M. Vincent Monnier, puis après à M. Goulamoussen et M. Manfredi, je voulais encore vous remercier de vous être déplacés si nombreux et par un temps pareil. Merci beaucoup. Voilà, contester ce projet COCID donne du sens à notre implication dans cette démarche et je sais d'avance que le futur nous donnera raison d'avoir été dans le sens de l'histoire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci à vous. Pour cette prise de parole. Effectivement, du coup, je me présente, donc Vincent Monnier, je suis conseiller municipal du groupe Projet Citoyen. Je salue mes deux collègues, Sophia Ducesti et Stéphanie Richard, qui sont également conseillers municipaux de l'opposition. Je salue mes collègues de l'opposition de notre groupe, José Aspiron, ainsi que le député que j'ai vu dans la salle. Vous dire effectivement que je suis très content de prendre la parole et de vous voir si nombreux mobilisés pour cette première réunion contre le projet, qui ne date pas d'hier, puisque c'est un projet que Mme Marcini a dans les cartons depuis 5 ans, et qu'elle a confirmé au conseil municipal du 19 mai 2022, sur lequel elle nous a demandé, conseils municipaux, de voter pour l'acquisition des parcelles et la revente de ces parcelles à BNP dans le but de construire le projet. C'est le fameux 500 logements. Évidemment, l'opposition, sur notre groupe, le groupe Nos y respirons, a voté contre, et ça a été le début d'un combat, déjà d'une belle rencontre avec les riverains, et d'un combat qu'on a commencé contre ce projet que Jean qualifiait d'un autre temps. C'est exactement ça. On a lancé une grande pétition, on est aujourd'hui à 4500 signatures, ce qui, par rapport à des pétitions nationales, paraît peu, mais pour du local, 4500 signataires, c'est énorme. On a relativement plus souvent des signatures, des pétitions qui prennent comme ça. Et là où on a vu que ça prenait bien, c'est quand on a lancé la pétition,
il y a eu plusieurs personnes qui l'ont repris pour leur compte et qui l'ont diffusé eux-mêmes à leur réseau sans rien demander. J'en vois plusieurs dans la salle, et je les remercie. Et ce combat a démarré. Et pour tout vous dire, ce combat au démarrage, Madame Marcinis disait qu'elle allait passer le projet comme elle le passe à chaque fois, en force, que ça râlerait un peu dans l'opposition, mais que ça ne prendrait pas. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il y a une vraie volonté citoyenne de s'opposer à ce projet-là. Ça dépasse les clivages politiques, et qu'il y a une vraie volonté des Noiséens de dire stop à ce projet-là. Il y a déjà, je l'évoquais tout à l'heure, 4500 logements qui vont arriver à cheval entre Noisy et Champs, là, tout autour de la gare. Une partie sur des zones qui sont déjà urbanisées, un tiers côté Noisy, 2 tiers côté Champs. Ça va faire monter fortement la densité de population sur le quartier, avec tous les impacts qu'on connaît sur les équipements publics, les crèches, les écoles, la voirie, même les réseaux d'assainissement. Et ce projet, moi je dis que c'est le projet. Alors évidemment, nous, dans un autre contexte, on se base sur d'autres projets immobiliers, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce projet-là, je pense que c'est le pire de tous. Parce qu'en arriver à aller taper dans un bois d'1 millier d'arbres pour construire encore 500 logements supplémentaires, c'est un non-sens total. Et ce projet, pour moi, je vous le dis, et je ne suis pas de nature à vendre du rêve, je suis sûr que ce combat-là, on va le gagner. Il y a plusieurs arguments à faire valoir, il y a une équipe qui se monte, et je suis persuadé que ce combat-là, on va le gagner, et qu'on va réussir, par diverses actions à le faire infléchir. Et tout à l'heure, j'en parlais, déjà le premier combat qu'on a mené, c'est déjà lutter contre la première désinformation qui a essayé de mettre en place la mairie. La mairie a qualifié ce bois de friche. Ça a été la première communication. C'est rien, c'est l'opposition qui dit n'importe quoi, c'est les riverains qui disent n'importe quoi, c'est une friche. Et le malheur de ce bois, c'est d'être un bois qui est fermé. En fait, finalement, les habitants passent devant, on passe en voiture, même à pied, et il est clôturé. D'ailleurs, la mairie l'a reclôturé, pour vraiment être certain qu'on ne rentre pas dedans, pour se rendre compte de la réalité de ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est 1 millier d'arbres, une petite partie qui a une centaine d'années, le reste, la majeure partie qui a à peu près une cinquantaine d'années. Vous le voyez, hein, je pense que qualifier ce bois-là de friche, ça n'a absolument aucun sens. Et donc la première moyen qu'on a mis en place, c'est de faire venir intervenir la presse, faire des vidéos pour montrer la réalité de ce qu'il y avait dans ce bois-là, et que les gens effectivement se rendent compte que quand la mairie qualifie cette zone de friche, c'est nous prendre pour des idiots, pour rester poli. Et dans toute nature qui se développe, il y a également de la flore, il y a également de la faune qui se développe, des petits mammifères, des oiseaux en nombre, et des insectes, des papillons. Tout à l'heure, j'ai enlevé des photos. Et une espèce qui nous intéresse tout particulièrement pour notre combat, tout à l'heure, je pense que vous en parlerez, c'est la pipistrelle. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette petite espèce, mais c'est une espèce de chauve-souris qui a la particularité d'être protégée et dont l'habitat doit être protégé. Et donc, tout à l'heure, je pense qu'on parlera des différents modes de combat et pour s'opposer à ce projet-là, mais il y aura des combats aussi juridiques, et parfois, c'est des artifices comme ça qui permettent aussi de bloquer des projets en s'axant sur une espèce particulière. Voilà, je vais essayer d'être de court. Voilà, vous dire que donc, ce combat, on va le mener sur plusieurs volets. Donc un volet juridique, un volet citoyen, hein, que vous allez porter, un volet politique, pas au mauvais sens du terme, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il y a une municipalité qui porte un projet qui est néfaste pour le quartier, et je pense que cette opposition, en fait, elle transcende toutes les classes politiques, c'est-à-dire qu'on ne sait plus une question de droite, de gauche, on n'en a rien à faire de tout ça. Ce qui compte, c'est s'opposer à ce projet qui est écocide, comme tu dis, et qui est en plus totalement défavorable
à l'habitat du quartier. Et pour ça, dernier élément que je voulais vous passer, c'est que je pense qu'il ne faut pas négliger les sujets de communication. C'est important à la fois d'un point de vue politique, comme je vous dis, c'est qu'il faut faire comprendre au maire qu'il vient d'annoncer qu'elle voulait se représenter en 2026, nous verrons, mais en tout cas il faut lui faire comprendre, par les échanges que vous pouvez avoir avec elle, les échanges que vous pouvez avoir avec son équipe, que ce projet, c'est même pas une question de politique, c'est que vous n'en voulez pas, c'est néfaste pour votre quartier, et lui faire passer le message qu'elle le sente, ils le sentent déjà, mais continuez à le sentir, que ce projet ne passera pas et qu'ils ne repasseront pas aux prochaines élections s'ils le maintiennent. Et le deuxième élément, pour conclure, c'est sur l'aspect communication, ça c'est peut-être un peu moins à votre échelle, c'est l'aspect communication sur le promoteur immobilier qui est BNP. Vous le savez, les grandes entreprises mettent beaucoup d'argent pour redorer leur image. L'activité principale de BNP, c'est pas la promotion immobilière, c'est d'abord la banque. Et donc, si vous voulez, moi, le sentiment qu'on a depuis le début, c'est que à un moment, si BNP se rend compte que l'image de la BNP, de manière générale, est vraiment impactée très négativement par ce projet-là, et que leur image qu'ils essayent de se donner, comme tous les grands acteurs en réalité, que c'est une banque qui est tournée vers le green, vers le vert, qui mettent en place des politiques éco-responsables, s'ils se rendent compte qu'en fait leur image est fortement impactée par ce projet-là, ils pourraient revenir en arrière. Et donc je pense que c'est un peu les deux éléments sur lesquels il faudra qu'on s'appuie. Je passe la parole à mes deux collègues conseillers municipaux, et je vous souhaite une bonne soirée. Vous clôturez les comptes. Bonsoir. Je vais essayer d'être plus court. Je suis Eric Manfredi, je suis conseiller municipal d'opposition aussi, écologiste et au sein du groupe d'opposition À Noisy Respirons. J'insiste sur opposition. D'abord, merci Jean, merci le collectif pour cette mobilisation très réussie contre un projet absurde. Parce que c'est absurde de raser 1 millier d'arbres, 3 heures le plus chaud, après avoir passé l'été le plus chaud. J'admire quand même le sens du timing de Jean. Ce soir, vous le savez, c'est la cérémonie des Césars. On défend le bois du Lumière. On aurait pu offrir à Madame Marcini une petite statuette en forme de bétonnière, une bétonnière en or bien évidemment, pour l'ensemble de son œuvre. C'est du gadget. Pas forcément. Je le disais, c'est un projet absurde. C'est un projet dangereux, car c'est le fruit d'une alliance entre une banque, un maire bâtisseur, une maire bâtisseur, et quelques promoteurs avides d'argent. On pourrait dire le bon, la brute et le truand. Le bon, je ne sais pas qui c'est, la brute, on n'en parle pas, et le truand, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Néanmoins, à y regarder de plus près, on a un projet sans regard du conseil municipal. On a un projet qui n'a jamais été présenté à la population. On a un projet qui a été imposé par une banque et par un maire, mais qui n'agit pas en tant que maire, qui agit en tant que présidente de sociétés d'aménagement, la SPL Noisy-Est et la Socarel. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui permet d'éviter tout contrôle démocratique et de faire ses affaires en direct avec les promoteurs. Alors nous, avec Feriel, avec le collectif À Noisy Respirons, avec évidemment l'ensemble des conseillers d'opposition, nous voulons préserver le bois et nous allons préserver ce bois et on a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets pour faire vivre ce bois. Faire quelques petits chemins de promenade, aménager ce qui existe déjà, protéger ce qui existe déjà, faire une activité sur la petite bâtisse qu'il y a autour, une activité en lien avec la préservation de la forêt, avec le bien manger, avec le bien vivre. D'ailleurs, dans 2-3 ans, on va être à 10 minutes du lycée agricole de Sevran. On est déjà à 5 minutes à 5 minutes à vélo, de la fac Gustave Eiffel, qui a énormément de projets sur la préservation, sur la lutte contre les îlots de chaleur, sur la préservation de l'environnement. On peut, oui, faire une activité orientée autour de la nature, autour du service public, une activité qui bénéficie à toutes et à tous, et pas
uniquement pour enrichir quelques promoteurs. Aussi d'être enfermé toujours dans des blocs de béton. On refuse de faire en sorte, on refuse de dire que le seul développement qui soit durable à Noisy-le-Grand, c'est celui des promoteurs. Non, le seul développement qui doit être durable à Noisy-le-Grand, c'est la nature et c'est la préservation de la biodiversité. Battre 3 hectares d'arbres pour en faire 500 logements, c'est inadmissible pour une simple raison, c'est que les espaces de nature en ville se font de plus en plus rares et ce n'est pas en plantant 3 arbres dans le parc de la Butte Verte qu'on va pouvoir continuer à avoir de la faune qui y vit et de pouvoir en profiter en tant qu'habitat. Je vais vous donner une information, peut-être que vous l'avez, mais ce projet ici de 500 logements, ce n'est pas effectivement le seul, parce que dans ce quartier, juste à côté, c'est 1000 logements supplémentaires que Mme Marcini va vouloir construire. Et ce projet fait partie aussi du projet global d'urbanisation de ce quartier. Sachez une chose, c'est que ces logements ne seront pas des logements qui seront accessibles à toutes et à tous, parce que ces logements seront des logements qui seront vendus à minima à 5 000 € du mètre carré. Donc, il ne s'adresse pas à des gens comme moi ou comme vous, il s'adresse à des gens de l'extérieur qui vont venir habiter la ville. Je vais aussi vous parler un peu de fond, un peu besoin de bénéficier de ce genre d'espace-là en extérieur quand il fait chaud ou quand il fait moins chaud, avec leurs enfants, etc. Cet enjeu social, nous, dans notre groupe, il nous importe particulièrement parce que dans ce quartier, on le sait, on le voit, on a une coupure urbaine qui est celle de la rue ici, la zone pavillonnaire d'un côté, de l'autre côté, les immeubles. Eh bien, je peux vous dire que tous ceux qui habitent du côté de ce côté-là sont en particulier des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des espaces verts chez eux. Donc, moi, je voudrais juste conclure là-dessus. En tant qu'élu au conseil municipal, avec mes collègues Éric Monfredi, Vincent Monnier, avec Sophia, avec tout le monde d'ailleurs, nous continuerons à faire en sorte de dénoncer ce projet. Nous continuerons les actions auprès de la population, auprès de celles et ceux qui ne sont pas uniquement sur Noisy-le-Grand, qui s'insurgent contre ce projet, et également auprès des autorités qui, je l'espère, je le souhaite, ne valideront pas ce projet afin qu'on puisse continuer à bénéficier de cet espace dans notre ville. Nous ne lâcherons pas et nous continuerons à nous mobiliser, je l'espère, avec vous toutes et tous dans les mois qui viennent. Merci. Bonsoir à tous. Alors, moi je représente donc une association nationale qui a reçu une alerte concernant ce bois. On reçoit énormément d'alertes au GNSA. Le GNSA, donc, c'est le groupe national de surveillance des arbres. C'est une jeune association qui est née il y a 4 ans de l'initiative d'un arboriste grimpeur qui s'appelle Thomas Braille. Et vous en entendez parler de temps en temps dans les médias parce qu'il s'accroche dans les arbres, il s'installe dans les arbres. Maintenant, il y a même un groupe d'écureuils qui s'installe dans les arbres, qui sont des arboristes professionnels également. Et tout simplement, ils s'installent dans ces arbres pour les protéger de l'abattage, des abattages abusifs. On va sur des dossiers au GNSA. En fait, tout ce qu'on réclame, c'est la stricte application de la réglementation environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Code de l'environnement, il est bafoué à tous les niveaux. Et on a un véritable problème en France. C'est-à-dire que les arbres, on les considère comme du mobilier urbain, surtout les arbres en ville. Mais en fait, tous les arbres sont concernés, les arbres d'alignement pour lesquels le GNSA, pour la protection desquels le GNSA s'est créé au départ. Les arbres d'alignement, donc ces grands platanes centenaires qui sont le long des routes et qui sont protégés par un article de loi qui n'était absolument pas appliqué et que Thomas Braille a ressorti du chapeau comme ça en bondissant devant les autorités. Et puis très vite, on a reçu des alertes sur les arbres en ville. Et maintenant, ce sont sur les forêts. Donc les arbres sont attaqués de partout sur le territoire.
il y a une loi qui est sortie aussi, la loi d'accélération des énergies renouvelables. Les porteurs de projets, les multinationales, elles vont installer des champs, des centrales industrielles photovoltaïques sur les espaces naturels, parce que c'est plus facile pour eux techniquement et c'est plus rentable également pour eux. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit, plus les projets urbains comme celui de Noisy-le-Grand, du Bois-Lumière, tout ça, ça s'inscrit dans un non-respect du Code de l'environnement. Ce sont des projets qui avancent en force, des projets qui sont antidémocratiques, des projets qui ne respectent rien, des projets en fait qui passent tant qu'il n'y a pas d'opposition. Et c'est là où je tiens vraiment à vous remercier d'être là ce soir, parce que c'est important aujourd'hui de se lever pour défendre la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est quoi? En fait, c'est notre sauvegarde. C'est le dernier rempart contre tous les défis auxquels l'humanité est déjà confrontée. J'allais dire, va être confrontée. Non, on est en plein dedans. Aujourd'hui, les arbres sont nos meilleurs alliés face aux défis climatiques, face au réchauffement. Avec cette sécheresse, les arbres sont créateurs de pluie. Si on n'a pas de pluie aujourd'hui, c'est parce qu'on manque d'arbres. Les arbres nous apportent aussi du bien-être, de l'oxygène, c'est des puits de carbone, mais on a besoin aussi des arbres, et les arbres en ville, en fait, ils sont tellement précieux. Je ne sais pas si vous pourriez imaginer une ville, la ville de Noisy-le-Grand, sans un arbre. Je ne sais pas. Essayez de l'imaginer en minéral. Est-ce que ce serait... J'ai entendu le mot respirable tout à l'heure. Est-ce que ce serait respirable? Franchement, je crois que tout le monde doit se lever contre ce projet. C'est un projet... on a entendu des mots tout à l'heure. Moi, je dis que c'est un projet criminel, en fait. Parce que l'arbre qui pousse de l'autre côté de la route, l'arbre qui pousse chez le voisin, il me permet de respirer, il me permet d'être bien avec les phytoxines, qui sont les molécules chimiques qu'il dégage. Il me permet de vivre, en fait. De plus, les arbres sont un écosystème. Bon, là-dessus, je vais laisser Monsieur Pantel en parler, puisqu'il est écologue, c'est plus sa partie. Tout à l'heure, nous sommes allés dans ce bois. Je m'attendais à voir des arbres tout petits, parce qu'en fait j'ai lu le dossier, mais bon, quand on voit sur l'écran du PC, c'est pas la même chose. En fait, je découvre des arbres immenses qui ont déjà qui portent la vie, en fait. Même les arbres morts, il faut savoir que dans cette forêt, les arbres morts portent la vie. Ce sont des habitats, des arbres gîtes. Et étonnamment, dans ce dossier, quand on lit ce dossier, ben non, les arbres gîtes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont au bord, ils sont justement là où ça ne gênera pas de faire pousser des immeubles. Donc il y a un gros problème sur ce dossier. Peut-être je passe la parole à mon collègue Monsieur Pantel, avec lequel on travaille beaucoup au GNSA. En fait, nous sommes deux associations différentes. Nous essayons d'aller sur des dossiers, d'aider les citoyens lorsqu'il y a une vraie volonté de s'opposer à des projets. On est là, nous, Association nationale, pour être à vos côtés. Et ensuite, on vous expliquera aussi comment on peut aider, comment on compte apporter notre aide. Je vous remercie. Alors, bonsoir. Je passe un peu à tout le monde. D'abord, merci à Marie d'être là, parce que c'est la seule femme de cette assemblée-là, et heureusement qu'elle est là. Effectivement, on travaille très souvent avec Marie, et la plupart du temps, on a des bons résultats, je crois qu'on peut le dire. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Pierre Pantel, je suis ingénieur écologue, je suis chargé de mission juridique donc, à l'Association nationale pour la biodiversité.
Mais avant tout ça, j'ai été inspecteur de l'environnement pendant une quinzaine d'années à l'Office français de biodiversité. Et encore avant tout ça, j'étais coureur de haut niveau. Vous voyez, j'ai une forme d'endurance sur des projets comme cela. Je pense que ce soit la mairesse ou que ce soit l'administration, ils ne sont pas prêts de me lasser. Je peux durer très longtemps. Je suis aussi diplômé en droit répressif de l'environnement et en droit de l'animal, à l'université à la Sorbonne et à Aix-en-Provence. Tout ça pour dire que ce dossier, c'est un maillage entre le droit de l'environnement et le naturalisme. Il faut savoir de quoi on parle et ensuite réussir à utiliser ces données de terrain pour les apporter devant l'administration ou la plupart du temps devant un juge ou une juge pour que ce ou cette dernière puisse estimer est-ce qu'il y a vraiment des enjeux ou pas à préserver le milieu naturel pour lequel les riverains et les riveraines se battent. Bon. On y est allé tout à l'heure. Oui, il y a des enjeux. Je rigole parce qu'effectivement, on peut dire qu'on n'est pas vraiment sur une friche. Je crois que c'est assez clair. Alors, on a des arbres de très haute tige qui ne sont pas là depuis hier matin. On a des habitats de plusieurs espèces protégées. Il va y avoir un très beau travail à faire là-dessus d'ailleurs, puisque quand on prend l'étude d'impact, je me permets de faire une petite digression sur ça, l'étude d'impact. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Ce qu'il y a, c'est un diagnostic écologique qui a été fait en 2020, et le porteur de projet a été contraint de produire une étude d'impact, et donc, ni une ni deux, il a pris son diagnostic écologique, il a gommé le mot diagnostic écologique, il a écrit étude d'impact dessus, et hop, il a redonné. C'est la même chose. Donc, en réalité, ils ne sont pas retournés sur le terrain, investiguer, chercher des oiseaux, des insectes ou des chauves-souris. Non, pas plus que ce qu'ils avaient déjà fait avant. Ça, déjà, c'est quand même un petit souci. Et malgré tout, le diagnostic n'était pas parfait, et loin de là même d'être parfait, parce que tant au niveau des chauves-souris que au niveau des oiseaux, je pense que, et surtout au niveau des oiseaux, j'ai envie de dire, on est en deçà, mais vraiment en deçà des enjeux que j'aurais pu identifier, mais j'ai presque envie de dire que n'importe quel quidam pourrait identifier. C'est-à-dire estimer qu'on a l'assenteur mouché, donc voilà, 2 espèces d'oiseaux particulières qui nicheraient sur le site, c'est ridicule. On y était tout à l'heure, sur 3 hectares, on a bien plus que 2 espèces d'oiseaux qui nichent sur ce site-là. Et pour votre parfaite compréhension, tous les oiseaux qui ne sont pas chassables sont protégés. Voilà. Donc, la réalité, c'est qu'un aigle de Bonelli ou un aigle royal est aussi protégé que le rouge-gorge familier que vous avez dans votre jardin. Voilà. Bon, c'est plus facile. Si on avait un aigle de Bonelli, ça serait beaucoup plus simple. Je vous le dis tout de suite. Mais la protection réglementaire, ils sont inscrits dans le même arrêté. Donc, stratégiquement, on va mettre en place un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses à faire, tant d'un point de vue médiatique, mais Jean en fait déjà un super boulot, accompagné